Macron et Zelensky ils se sont mais genre fendus la poire la semaine dernière lors de leur dernière réunion. Et nous on a deux théories à la rédaction. Soit les contrats d'armement sont beaucoup plus drôles que ce qu'on pourrait croire, soit Zelensky lui a fait la blague du pingouin. Mais si tu la connais la blague du pingouin, tout le monde connaît la blague du pingouin, elle est mortelle. Et si tu sais pas de quoi je parle, je pense qu'il y a pas mal de personnes en commentaire qui la connaissent cette blague là. Mais quoi qu'il en soit, bonjour et bienvenue à tous sur Actu Réfractaire, votre quotidienne d'actualité critique. J'espère que vous allez bien et puis on va passer 10 minutes ensemble là tout de suite pour un petit tour d'horizon de l'actualité aujourd'hui en France et dans le monde. On va commencer avec la mort de Navalny. Navalny est mort en se promenant dans le centre pénitentiaire de Sibérie. En tout cas, ça c'est la version de l'État russe. Il serait mort comme ça, on ne sait pas plus et on n'en saura probablement pas plus. Navalny, c'était l'une des rares figures d'opposition en Russie. C'est un ancien candidat d'extrême droite anti-musulman au municipal de 2013. Ensuite, il participe à de nombreux mouvements anti-corruption dénonçant les détournements de fonds de l'État russe avec pas mal de manifs qu'il organise lui-même. Condamné par l'État russe, il ne peut pas se présenter aux élections présidentielles. Il est ensuite empoisonné en 2020, puis enfermé en 2021 par l'État russe. Navalny n'a jamais pu véritablement se présenter aux élections, donc difficile de savoir si il était vraiment soutenu par la population. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en tant que journaliste, il était très connu dans le pays. L'un de ses derniers documentaires dénonçant les palais de Poutine a été vu plus de 150 millions de fois rien que sur YouTube en une seule vidéo. Mais Navalny, c'était aussi la figure de proue de la propagande de l'élite européenne contre l'État russe. Les institutions européennes le récompensant régulièrement avec des prix et des distinctions. Une élite faisant de Navalny une idole des valeurs européennes, masquant évidemment ses multiples positionnements racistes. Et ce positionnement-là de la part de cette élite bourgeoise a toujours été d'une immense hypocrisie, car pendant que les élites en ce moment pleurent Navalny devant les caméras, ils laissent mourir un certain Julian Assange. Enfermé et torturé sans procès depuis 10 ans en Angleterre, il est le journaliste le plus primé du 21e siècle, à l'origine de la divulgation de 10 millions de documents dénonçant la corruption, la guerre et l'espionnage massif de tous les pays du monde. Mardi prochain va débuter son dernier procès pour décider de son extradition aux États-Unis. Une semaine décisive pour savoir si oui ou non l'État états-unien a le droit de détruire la vie des journalistes qui révèlent leurs crimes de guerre. Pour l'élite européenne, l'idolâtration de Navalny d'un côté et la torture d'Assange de l'autre répondent exactement au même besoin, celui de manipuler l'information. Pourquoi? Pour précipiter les guerres, pour justifier le financement du complexe militaro-industriel et pour se repartager le monde. Et évidemment, on vous tiendra au courant de ce procès historique pour Julian Assange. Prochaine information, les agriculteurs françaises renforcent leur mobilisation. Les agriculteurs du PACA se sont rejoints à Marseille pour une grande manifestation. La police était présente et très observatrice, notamment quand les agriculteurs ont enfoncé l'entrée de la direction régionale de l'environnement. Quant à la Confédération paysanne, elle annonce des actions pendant le salon de l'agriculture qui aura lieu du 24 février au 3 mars. On reste en France avec quelques informations sur la fameuse réindustrialisation française qui rame un peu. Le chimiste belge Sciences Co annonce l'arrêt de la production de vanille, la vanille de synthèse utilisée dans l'agroalimentaire. Conséquence, l'usine près de Lyon va fermer. Des fermetures faisant suite à un rachat de cette même entreprise par la multinationale Solvay. L'équipementier automobile français Forvia va lui supprimer 13% de ses effectifs, soit 10 000 emplois pour, dit-il, faire face à la concurrence chinoise. Les Échos ont sorti, eux, un article montrant qu'une bonne partie de l'industrie française tourne à moitié régime, faute à suffisamment de commandes et de rentabilité. On voit alors une baisse de l'activité industrielle en France et un retour du chômage partiel pour les ouvriers. Le journal rajoute un pronostic conforté par Trendéo, qui a déjà enregistré un bond de 46% des fermetures en 2023, tandis que les annonces d'ouverture industrielle ont baissé de 12%. Seuls quelques secteurs exportateurs comme le luxe arrivent encore à se développer en France. Une analyse économique donc bien loin du discours officiel qui prône la réindustrialisation française sous couvert de méga-usines méga subventionnées. Et pendant ce temps, tu as les 20 plus grandes banques européennes qui ont accumulé pour la première fois de leur histoire plus de 100 milliards d'euros de bénéfices en une seule année en 2023, donc 25 milliards de plus qu'en 2022. Donc comme toujours, lorsque les crises économiques arrivent, les gros se régalent. Et si ces informations sur l'industrie, sur les banques vous plaît, vous pouvez nous dire ça en commentaire, comme ça on pourra continuer à se focus un peu plus là-dessus. Et surtout, si vous voulez nous voir continuer à être indépendants et à nous développer, on a un Tipeee en description pour nous soutenir avec des petits dons mensuels, ça fait toujours plaisir. Ça fait autant plaisir que de voir Brest battre l'Olympique de Marseille. Ça, c'est un vrai plaisir. Alors aujourd'hui, Elie n'est
n'est pas là et du coup c'est moi qui dois écrire la blague du début déjà et en plus de ça le point culture. Et donc on va enfin pouvoir parler basket, mais attendez, ça va vous intéresser parce que vous aurez des trucs à dire. En NBA, t'as eu récemment le All-Star Game avec les plus grands joueurs de NBA réunis dans un match légendaire où il y a eu plus de 200 points marqués par une équipe, bref. Et vous savez qui pendant ce match-là avait une énorme gueule de bois, elle aussi légendaire, et qui faisait absolument n'importe quoi dans le match? Et ben les joueurs européens Doncic et Jokic. Oh, il a l'air de souffrir, Lucas. On a l'impression qu'il est en fin de carrière, le gars. Voilà, ça c'est nous les Européens, on est bien représentés aux États-Unis là, on est fiers de ça. Et pour la petite info, pour ceux qui suivent pas le basket et qui sont des chauvins anti-états-uniens, sachez que aujourd'hui quasiment les meilleurs joueurs, ils sont européens. Voilà, ils sont de chez nous les gars, donc les joueurs de basket, les États-Unis et la NBA, on commence à les grands remplacer aussi. Allez, on reprend les infos et on est lundi, et comme chaque lundi, c'est la chronique média écrite par Émeric, et aujourd'hui on va parler de CNews, de sondages et de silence plutôt éloquent. En fait, le Conseil d'État, il a considéré que l'Arcom ne remplissait pas sa fonction et du coup l'institution, elle a réagi en disant qu'elle va étendre la portée de son contrôle, notamment sur le temps d'antenne des chroniqueurs sur les plateaux télé, pour revoir que, est-ce qu'il n'y a pas que des gens d'un seul bord politique, tu vois, sur le plateau télé, alors que avant cette mesure n'existait pas et ça permettait à CNews notamment d'avoir des plateaux où tu as 4 invités sur 5 qui sont de droite ou d'extrême droite. Donc là encore, ça risque de changer beaucoup de choses dans comment est-ce que CNews façonne ses plateaux et comment il façonne l'opinion. Du coup. Alors évidemment, tout le groupe Bolloré a très vivement réagi à tout ça, n'hésitant pas à parler de censure, d'ingérence, de gouvernement des juges, et même ils ont relevé l'affaire Dreyfus en mode c'est la même chose qui leur arrive quoi. Des réactions excédées qui rappellent peut-être pour les plus anciens téléspectateurs d'Actu Réfractaire les premières réactions lors des condamnations de TF1 par le passé pour non-respect de ses obligations en 1992. Parce que ouais, les journalistes, ils savent défendre leurs intérêts, ils sont bien pour ça. Et ces sanctions, elles s'expliquent parce que quand tu émets à la télévision ou à la radio, en fait, c'est une concession qui est accordée par l'État. Et tout ça en échange d'un respect d'une certaine obligation en matière de production culturelle, de pluralisme, de respect de la loi dans les émissions, etc. Donc si le groupe Bolloré souhaite ne pas respecter ses engagements, il a le droit, mais il faudra qu'il le fasse ailleurs, sur d'autres réseaux que sur le canal 16 de la TNT, par exemple. Et ça vaut aussi pour tous les autres médias, évidemment, à la radio ou à la télé. Mais évidemment, ce contrôle-là, il est largement critiquable. Hein. Par exemple, Arrêt sur Image, là, il nous informe, par exemple, que seulement 5 petites minutes de temps d'antenne ont été consacrées à la tentative de génocide en cours en Palestine entre le 4 et le 14 février sur les JT des 2 premières chaînes, c'est-à-dire les journaux télévisés les plus regardés en France. Gaza a disparu des écrans alors que les victimes se comptent en dizaines de milliers et que les procédures, les actions et les engagements sont de plus en plus nombreux contre le gouvernement israélien. À la place, vous pouvez voir sur France Info un tueur d'enfants qualifié simplement de tireur d'élite, ou bien Michel Onfray sur CNews et Europe 1 dénoncer les jérémiades des Palestiniens, un peuple, encore une fois, victime d'une tentative de génocide reconnue par l'ONU. Autre sujet maintenant, on va parler des sondages et comment est-ce que eux, ils façonnent l'opinion eux aussi, en plus des chaînes d'information. On a une étude sondagière de Cefipof Opinion Way de Sciences Po, qui est une étude partagée et très peu critiquée, alors qu'elle contient 173 pages et des dizaines de questions posées à un peu plus de 3300 personnes pour avoir leur opinion sur la politique en France. Une étude qui est moins controversée que d'autres sondages d'opinion, mais dont il faut toujours rappeler le contexte. On interroge par téléphone une personne sur un tas de sujets pendant parfois plus de 10 minutes, ce qui occasionne de la fatigue, mais qui pose aussi la question d'une opinion irréfléchie sans avoir posé des informations, de débat ou ne serait-ce de calme avant, tu vois. Tout ça pour devenir sur les plateaux ce que les Français pensent ou alors ce que les Français veulent, ce qui va évidemment orienter l'ensemble du monde politique, mais aussi et surtout le monde médiatique qui agit en fonction de ce type de sondage dont la fiabilité reste contestable, comme le démontrent par exemple les ouvrages d'Alain Garrigou et comment on l'explore la veille occupée par l'Observatoire des sondages. C'est là-dessus qu'on termine cette quotidienne. On est en effectif réduit, donc j'espère que le contenu t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à commenter aussi si tu veux savoir la vérité sur la blague du pingouin ou si tu veux justement partager au monde la vérité sur la blague du pingouin, comment c'est une blague incroyable que tout le monde doit connaître. Ton avis sur le All-Star Game aussi m'intéresse, je répondrai à ton commentaire si tu parles de basket, je promets, je le ferai. Et si cette information critique de choses qu'on voit pas ailleurs et qui arrivent tous les jours te plaît, eh ben nous avons un Tipeee qui permet de nous financer puisque nous sommes totalement indépendants. Et si t'es curieux, il y a même en description notre trésorerie publique où tu peux voir l'ensemble de nos factures et même nos relevés de comptes bancaires si ça t'intéresse de savoir combien est-ce qu'on dépense d'argent pour faire fonctionner Canard Réfractaire et Actu Réfractaire. Sur ce, des bisous et à la prochaine.
plus.